Bonjour à tous, mon nom est Charlotte Cardona. Je suis, ravie aujourd'hui de vous accueillir pour le webinaire, qui est sur le thème de la culture de l'alerte en France, enjeux et perspectives. Hem, Avant de commencer, c'est peut-être simplement vous dire que vous avez la possibilité dans vous voyez les petites options en haut de poser vos questions dans l'onglet questions-réponses et on prendra quelques minutes à la fin évidemment pour répondre à vos questions avec les intervenants, du webinaire. C'est un webinaire qui sera enregistré, et puis on s'assurera de vous envoyer les slides de la présentation, dès demain. Vous pourrez aussi évidemment les partager à votre entourage, ceux qui n'auront pas pu accéder à la présentation aujourd'hui. Nous avons, eu l'idée en fait de ce webinaire au départ, pour dans le cadre de la Journée de la résilience qui a eu lieu, vendredi dernier, le 13 octobre. On a souhaité réunir aujourd'hui, Bastien Lampire de la société, Epicéum, Charlotte Thomas qui est à mes côtés ici de Intersec et Johnny Dubinet de l'Université d'Avignon. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole, oh, j'oublie une petite introduction, je m'excuse. On est, ce webinaire, on a effectivement, choisi d'adresser la culture de l'alerte sous plusieurs angles. Il y a évidemment tout ce qui est enjeux territoriaux. Quand on parle à la fois de la France métropolitaine, des territoires d'outre-mer, on est bien conscient qu'il y a une vraie complexité territoriale en France. Enjeux, culturels, tout la sensibilisation des citoyens au risque, on en parlera notamment avec Bastien et tout ce qui est, enjeux technologiques. On a annoncé pas plus tard que ce matin la fin du déploiement de FR Alert, en France métropolitaine, et Charlotte, ici pourra aussi nous en parler un petit peu plus, donc ce nouveau système d'alerte, aux populations via téléphonie mobile. Voilà, bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Je laisse la parole à Johnny. Merci. Donc du coup, la culture de l'alerte, qu'est-ce que c'est en faisant un peu des similitudes et des parallèles avec la culture de risque. Alors tout d'abord, la culture de l'alerte, c'est un partage de connaissances, ce qui paraît assez évident entre l'ensemble des acteurs d'un territoire, et ces connaissances, elles portent à la fois sur la question des risques et des territoires qui y sont présents, sur les consignes qui sont afférentes, notamment les consignes de mise en sécurité qui sont très nombreuses, et puis également les outils d'alerte existants sur ces territoires, et les documents de planification qui sont des documents opérationnels qui ne sont pas forcément tous connus de la part des citoyens, alors que ces plans sont évidemment là pour se préparer à faire face à une situation. Je pense au plan blanc, au plan nombreuses victimes, ce qu'on appelle le plan de vie par exemple, ou d'autres documents qui existent en termes de planification. Donc ce partage de connaissances, il est illustré ici avec deux figures. À droite, c'est l'ensemble des consignes qui sont parfois différentes pour certains événements. Et puis, d'un autre côté, on a des sirènes qui étaient l'outil historique en France pour alerter la population, mais qui aujourd'hui ont laissé place à d'autres solutions technologiques. La culture de l'alerte, c'est aussi pour nous des référentiels et des habitudes à prendre. Ça se traduit notamment par un apprentissage ou désapprentissage à opérer sur le temps long. Également des mises en pratique qui se traduisent de plus en plus par des exercices. Je pense notamment aux exercices qui sont imposés dans les plans particuliers de mise en sûreté, ce qu'on appelle les PPMS dans les établissements scolaires, mais également d'autres exercices qui sont régulièrement organisés par les préfectures et qui impliquent plus ou moins les populations. Ces référentiels et ces habitudes doivent aussi être associés à des liens de confiance, réciproques entre les décideurs et la population. Et là-dessus, c'est pas si évident que ça, parce que d'un côté, on a des décideurs qui ont tendance à considérer que la population méconnaît globalement les consignes de sécurité. Je pense qu'Epicéum va revenir aussi sur les résultats de différents sondages. Et d'un autre côté, la population, elle souhaite être accompagnée, elle souhaite comprendre la situation. Et on a ici des photos qui montrent que la situation n'a pas forcément été très comprise, ou perçue de manière pas forcément adaptée, que ce soit dans l'incendie en haut à gauche, dans un tunnel, le tunnel du Mont Blanc, en bas à droite, que ce soit une personne qui ait forcé un barrage routier pour se retrouver finalement coincée quelques mètres plus loin dans une inondation. En haut à droite, on a aussi des personnes qui vont voir l'arrivée d'un tsunami parce qu'elles ne comprennent pas le danger qui est en place. Et puis en bas à gauche, malheureusement, il y a 4 ans maintenant, en 2018, il y a eu près de 50 personnes qui sont décédées dans leur voiture en voulant évacuer. Et là-dessus, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas fustiger les gens pour leur mauvais comportement,
En fait, ces personnes-là, elles ont eu des comportements parce que la situation n'était pas perçue comme dangereuse. Et donc, c'est là-dessus qu'il est vraiment nécessaire d'accompagner les citoyens lors d'une crise ou dans une situation stressante, et donc bien inscrire des référentiels ou des habitudes pour revenir sur le titre de la diapo. Et puis le troisième point, pour nous, il est important. On est chercheurs, on a un groupe de chercheurs à l'Université d'Avignon à travailler sur cette question-là, mais aussi en lien avec des designers, des psychologues. L'idée pour nous, c'est que la culture de l'alerte, c'est surtout une capacité d'action en situation stressante. Donc c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire de la planification, mais il faut faire des expérimentations en conditions réelles pour se connaître soi-même, accepter d'être accompagné, apprendre sur les autres, apprendre sur la société dans son ensemble et replacer en fait son comportement individuel dans une dynamique collective. Et c'est l'enjeu des expérimentations qu'on a menées cette année avec notamment les premiers tests FR Alert, mais c'est aussi amené à se déployer dans les années ou les mois prochains. Et puis, je reviens sur le premier point, il faut aussi éviter de voir l'alerte sous un angle uniquement anxiogène. C'est une réalité, quand on est alerté, la situation indique donc un danger pouvant porter atteinte à l'intégrité physique des biens ou des personnes. Je reprends les mots tels qu'ils sont actuellement définis du point de vue réglementaire, mais il faut convertir cette anxiété finalement en capacité d'action et c'est vraiment tout l'enjeu de demain. Voilà pour cette petite séance introductive. Je vais laisser mes collègues continuer. Et pardon pour le léger décalage technique. Parfait. Merci. Effectivement, alors je suis tout à fait d'accord, Johnny, là-dessus. Il y a savoir-faire percevoir le danger. Et en France, on a cette petite particularité quelque part d'avoir d'un côté des collectivités, des élus qui n'ont pas les réflexes de communiquer ou de partager l'information, voire qui craignent un peu cette information. Et de l'autre côté, des populations qui ont l'habitude de vivre dans un monde très, très chargé, très normé, avec effectivement plein d'événements qui se passent et qui n'ont plus la bonne perception des risques. Pourtant, quand on regarde bien, en fait, on s'aperçoit quand même que les risques sont de plus en plus élevés, de plus en plus fréquents et de plus grande intensité. Alors, ça peut paraître étrange vu comme ça, effectivement, parce qu'on se dit, mais est-ce que les risques sont vraiment plus nombreux? Est-ce que c'est le réchauffement climatique qui a une incidence? Est-ce que c'est ce genre de choses? Non, non, c'est purement statistique. Quand on regarde bien, on a 6600 communes chaque année en France qui font l'objet d'une reconnaissance d'état de catastrophe naturelle. Donc 6600 sur 36 000, c'est un sixième, c'est quand même pas mal du tout. Et le chiffre qui est intéressant et sur lequel on pourra revenir aussi tout à l'heure, c'est ce 64% des Français de métropole résidant dans une commune exposée au risque d'inondation qui n'ont pas conscience d'être exposés à un risque. Donc voilà, ça c'est quand même le point un peu saillant de tout ça. On a tous les images en tête quelque part à ce niveau-là de reportages sur des inondations, sur la Vésubie, sur ce genre de choses, avec des gens qui n'avaient pas la conscience que leur habitat était construit en zone inondable, qui n'avaient pas cette connaissance-là et qui étaient totalement choqués de la situation. Et on comprend totalement le choc par rapport à la situation. Aujourd'hui, en fait, avec le réchauffement climatique et quand on voit un peu tout ce qui s'est passé cet été en feu de forêt et autres événements climatiques un peu forts, un peu importants, la prise de conscience, elle est là, elle est bien là sur les risques, sur les risques naturels. On a une histoire française sur les risques technologiques aussi. Et à partir de ce moment-là, tout ça contribue quelque part à intéresser les gens ou à inquiéter les gens, donc à faire naître un peu d'anxiété et anxiété qu'il va falloir savoir faire retomber. Alors, si on prend un peu les différentes grandes typologies de risques, parce que c'est vrai que quand on regarde bien, on a quand même 1,5 million de Français qui sont exposés au phénomène de submersion marine. On a les 2 tiers, 2 communes sur 3 qui sont exposées au risque inondation. Donc, on est un peu touché et un peu considéré par toutes les différentes thématiques, par tous les risques. Si on prend les inondations en tant que telles, on a de la chance en France et c'est historique. On a cette habitude, on a cette culture quelque part quand même qui est là, qui existe. Il y a peu de victimes, mais par contre, la Vésubie, c'est quand même 200 maisons emportées en octobre 2020.
C'est un coût qui est quand même assez énorme, hein. Je crois qu'on était au niveau de 40,7 milliards. Alors, c'est vraiment sur du long terme, hein. C'est de 1982 à 2002, mais c'est quand même un chiffre assez important, dont 21 milliards juste sur la partie inondation. Donc ça, c'est ce que les compagnies d'assurance ont été obligées de dédommager quelque part les victimes de ces différentes situations de crise. Les feux de forêt, on peut passer rapidement là-dessus cet été, hein. On a quand même vécu 65 000 hectares qui ont brûlé. Ça a commencé relativement tôt, ça a commencé au mois de mars, ça s'est prolongé. Il y a quand même des moments où ça nous a un peu touché dans le sens où c'était la Gironde, c'était la destination des vacances. C'était aussi la forêt de Brocéliande avec 400 hectares en Bretagne. Bref, tous ces éléments-là, ils font peser quelque part. On s'est rendu compte que c'était un risque qu'on sous-estimait. On était habitué quelque part aux feux de forêt sur les années précédentes. On savait que c'était dans l'arc sud essentiellement qu'on avait des feux de forêt et on s'aperçoit aujourd'hui que les feux de forêt se répandent et on en a un peu partout en France et avec quand même 90% des feux de forêt qui sont d'origine humaine. Juste d'origine humaine, hein. Il n'y a pas de qualification supplémentaire derrière tout ça, mais ça devient une problématique importante et une problématique un peu anxiogène, puisque même dans des régions, j'habite le Loiret, même dans le Loiret, la forêt d'Orléans a pris feu à plusieurs reprises, à plusieurs endroits. Bastien, Oui. Bastien, pardon, on est encore sur ta feuille de titre. Je ne sais pas si tu... J'ai raté mon passage de slide. Voilà. Voilà. Et donc, feu de forêt assez important. Et si on regarde bien, ce n'est pas les seuls risques quelque part. On a aussi sur le territoire national 3 volcans qui sont actifs. Donc, 3 volcans qui sont actifs, bien sûr, c'est Guadeloupe, Martinique et Réunion. On est quand même le Piton de la Fournaise, une éruption en moyenne toutes les 7 mois sur ces 40 dernières années. Donc, c'est quand même quelque chose d'un peu important. Et on a bien sûr toutes ces éruptions, mais aussi des séismes qui les accompagnent, puisqu'en général, ces volcans sont sur des zones de subduction, donc à la rencontre de deux plaques tectoniques, et que ça crée des frictions, des frottements. Mais quand on regarde bien, on a aussi d'autres éléments qui arrivent, et là, on rentre déjà un peu dans les NATEC, on va revenir dessus, dans le sens où on a eu des séismes dans la région de Strasbourg, et quand on regarde bien ce séisme, alors bien sûr, c'est une région qui peut être touchée par les séismes, côté, il y a une faille au niveau de la région de Strasbourg, mais c'est surtout l'injection d'eau à de grandes profondeurs qui a pu contraindre des plaques à bouger ou des zones à bouger et à créer des séismes. Donc il y avait toute une étude et tout un test de géothermie qui a été abandonné suite à ça, enfin abandonné, mis en sommeil, pour éviter justement que ça se reproduise et qu'on ait des séismes de plus en plus fréquents. Et ça fait un peu tache d'huile parce que d'autres endroits en France, dans les Alpes notamment, en Haute-Savoie, où certaines institutions se posaient la question de la géothermie, ils ont mis pour le moment un moratoire sur la question pour éviter toutes les problématiques. Et puis ça, c'est des risques toujours un peu naturels, on en parle moins, mais ils sont très présents et les élus ont un peu de mal à les gérer, à les appréhender correctement. On parle de tout ce qui est cavité souterraine, de tout ce qui est gonflement d'argile, les anciennes carrières, bref, des mouvements de terrain au niveau local qui peuvent être des coulées de boue aussi, hein. C'est un phénomène qui existe et où les élus ont du mal à se situer correctement pour savoir ce qui rentre dans l'état de catastrophe naturelle ou pas dans l'état de catastrophe naturelle. Et ça crée forcément des conflits de voisinage entre les élus et les riverains sur la difficile appréhension quelque part du phénomène. Voilà, et on parlait des NATEC tout à l'heure. NATEC, c'est quand même la partie naturelle et technique et technologique, pardon. Donc c'est une classification INERIS, hein. C'est pour le moment où le phénomène climatique naturel engendre un accident industriel. Tout ça, ça peut arriver. Au niveau international, on a l'exemple, ça reste quand même du Fukushima, où on est exactement dans cette catégorie-là. Mais en France, on a quand même un certain nombre de sites industriels. On a 1300 sites Céveso. On a 2 communes sur 3 qui sont quand même concernées par ce type de risque. On a eu des accidents majeurs, hein, 7 accidents majeurs depuis 2001. On a tous en tête AZF ou Lubrizol. Bref, on a quand même beaucoup de catégories différentes.
Et quand on regarde bien la carte, cette carte-là, quelque part, elle reprend, on s'aperçoit que quasiment tous les départements ou une bonne partie des départements sont concernés, qu'on a des bassins qui sont plus concernés que d'autres, donc tous les bassins industriels accueillent des sites Céveso, et qu'on a quand même des zones un peu plus propices au mouvement de terrain, soit tout ce qui est rayé, c'est quand même les risques d'inondation donc qui sont fortement pris en compte. Alors, petite chose qu'on n'intègre pas du tout sur cette carte, c'est des risques émergents. Et en discutant avec des élus, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le gonflement des argiles qui va les inquiéter, même si ça s'est encore produit cet été et qu'ils sont tous dans leur dossier avec ces questions, mais c'est plus les événements très récents, que ce soit des pénuries, on parle pénurie d'essence, on parle possible blackout électrique, et eux considèrent que maintenant, ce sont aussi des risques et des crises potentiellement sur lesquelles ils vont devoir intervenir. Parce que, imaginons, dans le scénario du pire de RTE, c'est quand même, on a des pénuries électriques cet hiver, et il y aura un certain nombre de populations, des populations fragiles, dont il faudra s'occuper au fur et à mesure. Donc, comment on communique par rapport à ces populations et comment on accompagne ces différentes populations? Quel type de message on peut porter, sachant que ce sera un brouhaha total et terrible au niveau national? Charlotte, je te repasse la parole. Effectivement, depuis 2018, le cadre européen, face à cette effervescence d'événements et de catastrophes qui nécessitent de pouvoir alerter la population, exige de tous ses États membres qu'ils s'équipent de solutions qui vont pouvoir s'appuyer sur les réseaux télécoms afin de se servir du téléphone que la grande majorité, si ce n'est la quasi-totalité de la population, a dans sa poche. En ce sens, et notamment face à l'effervescence de ces événements, et notamment face au choc qu'a représenté l'incendie et la catastrophe de Lubrizol, la France, effectivement, s'est équipée d'un système qui s'appuie sur les réseaux télécoms en place pour être en mesure d'alerter la population et est allé au-delà de la conformité réglementaire avec la mise en place du service FR Alert. Alors, FR Alert, c'est donc ce nouveau dispositif qui permet au gouvernement et aux préfets d'atteindre 95% de la population française et également les visiteurs qui se trouvent sur le territoire national et qui ont un téléphone connecté à un réseau mobile, quel qu'il soit, dans leur poche, afin de recevoir, en fonction de la zone dans laquelle ils se trouvent, un message qui est un message court et donc qui comporte des consignes spécifiques et qui atténue largement ce stress de l'ignorance d'entendre le signal d'une sirène sans avoir d'autres informations sur les consignes et le danger auquel on est exposé. Alors, quand on parle d'utiliser les réseaux télécoms, on parle de la technologie de diffusion cellulaire et de SMS géolocalisés. Ça fonctionne un petit peu comme un autoradio qui est en mobilité dans une voiture et qui se connecte aux ondes FM. Avec le téléphone qui est connecté au réseau cellulaire, on est capable de recevoir, en fonction de l'endroit où on se trouve, le message qui est émis par les autorités. Là où la France va encore plus loin, c'est qu'elle combine la diffusion cellulaire qui permet la diffusion instantanée des messages sans avoir aucun impact sur les réseaux, donc il n'y a aucun risque de saturation des réseaux, et qui est ce message court avec une sonnerie qui est tout à fait intrusive, qui provoque une forme de sidération parce que c'est une sonnerie à laquelle on n'est pas habitué. En parallèle, le gouvernement, au travers donc dans le service FR Alert, utilise la technologie de SMS géolocalisé qui, elle, a également l'attrait d'être compatible avec tous les téléphones et d'avoir ce système de SMS qu'on connaît qui permet d'avoir une gestion, si vous voulez, de scénario, être capable de savoir qui rentre dans une zone ou qui en sort, par exemple, parce qu'on a été exposé à un nuage polluant, être capable d'être touché après coup également par un SMS géolocalisé. Et ça vient compléter tous les canaux traditionnels que nous connaissons. Donc, on est vraiment sur un dispositif global qui propose une forme de révolution technologique dans l'alerte à la population. Comme je vous l'ai expliqué, l'accès à toutes ces différentes technologies sont tout à fait complémentaires. En fonction de la nature de l'événement, on va être capable d'utiliser les différentes technologies, donc soit la diffusion cellulaire, soit le SMS géolocalisé,
en fonction de la nécessité de l'instant. Je vous parlais de l'exemple, par exemple, du fait de rentrer dans une zone ou d'en sortir dans le cadre d'épidémie, pour n'en citer aucune. Si on a été à proximité d'un cluster qui a été identifié par le SMS géolocalisé, par exemple, on va être capable d'avoir une information qui est tout à fait contextualisée en fonction de la zone, de l'endroit où on se trouve. Enfin, la grande spécificité, comme Charlotte le disait en introduction, réside également dans la pluralité de notre territoire national entre la métropole et les DROMCOM. Ce service FR Alert est disponible dans l'intégralité du territoire national, ce qui représente donc plus de 70 millions de la population, incluant également toutes les personnes qui sont itinérantes, les touristes, les personnes qui sont de passage mais qui se trouvent sur le territoire national et qui, par ce service FR Alert, seront également contactables et alertables par les canaux mobiles. On parle d'une intégration qui additionne 19 réseaux mobiles différents qui seront à disposition et au service de l'usage de ce service FR Alert. Je vais laisser la parole à Johnny qui va pouvoir nous parler concrètement FR Alert dans les tests et les expérimentations qui ont été réalisées en réalité. Oui, alors pour compléter, merci Charlotte. Effectivement, on a eu la chance de participer à différentes expérimentations qui ont commencé, qui sont toujours en cours. Donc à ce stade, on a collecté 4128 réponses lors des 5 tests qui ont été commencés au mois de mai avec l'exercice européen Domino. Et puis on n'a pas eu le temps d'intégrer évidemment les résultats des récents tests. Donc au cours de ces 5 tests, des notifications de tests ont réellement été envoyées en conditions réelles à la population située dans les zones de danger. Sur ces 5 tests, 4 exercices étaient liés à un accident industriel potentiel et un simulé un acte terroriste, en tout cas une menace importante sur le zénith de Rouen fin juin. Alors, ce qui est assez intéressant, on a mis en place un questionnaire en ligne lors de ces expérimentations et donc ça nous a permis de collecter plus de 4000 réponses en sachant qu'on a plus de 9000 personnes qui se sont connectées sur le site de réponse, qui sont parties parce que voilà, ils n'ont pas forcément voulu répondre à toutes les questions qui étaient posées. Et puis, on sait que potentiellement, il y a eu plus de 50 000 personnes qui ont reçu les notifications avec certaines réactions qui sont plus ou moins positives. Alors, dans l'ensemble, les résultats sont quand même très encourageants. Sur la diapo 19, je vous en présente un certain nombre. Donc, lorsqu'on demande la première réaction, en tout cas les participants déclarent qu'il y a eu beaucoup de surprises, puisqu'on a 82% des gens qui déclarent que c'est avant tout de la surprise et de la curiosité, même si, on le sait, avec la notification qui a été associée à un son sonore, eh bien, on a généré du stress entre 40 et 37 et 47% des personnes nous déclarent qu'elles ont stressé, voire même eu peur lors de la réception et en entendant le son qui est très intrusif. Même si pour nous, il faut associer le son avec l'information qui est justement présente sur les notifications. Si l'alerte avait été et le deuxième résultat le plus intéressant, c'est que 52% des personnes ont regardé autour d'elles. Ça veut dire qu'il y a bien un biais de confirmation qui est connu des psychologues, qui est avéré ici dans des tests, à savoir quand je reçois quelque chose que je ne connais pas, je vais regarder autour de moi la réaction des autres personnes et soit je vais faire pareil, soit j'ai besoin de confirmer via d'autres canaux cette alerte. Sur le son, on l'a déjà évoqué, mais le son reste quand même assez audible. Alors tout dépend des environnements, hein. Beaucoup de personnes ici étaient chez elles lorsqu'elles ont reçu la notification, ce qui explique que le son ait été audible. Pour avoir été sur le terrain et avoir observé la population en recevant le message, bah, évidemment, il y a les bruits environnants, le bruit extérieur qui peut amoindrir cette audibilité. Le son est également perçu comme intrusif, même si c'est le but, voire stressant, ce qui n'est pas forcément très positif, mais en même temps, lorsqu'on reçoit une alerte, malheureusement, on risque de stresser un tout petit peu. Et pour finir, c'est un résultat positif pour les autorités. 70% pardon, des personnes déclarent avoir identifié ou réussi à identifier l'émetteur, 65% le considèrent comme crédible et 45% le considèrent connu. Donc, même si le nombre de personnes qui déclarent connaître l'émetteur n'est pas si élevé que ce qu'on pourrait attendre, eh bien, en tout cas, il est facile à identifier et il est crédible. Donc, c'est là-dessus qu'il faut poursuivre les expérimentations.
Pour finir, évidemment, il y a eu entre-temps d'autres tests qu'on est en train de traiter. Donc aujourd'hui, on est à 9 tests avec 5284 réponses, ce qui nous permet quand même d'avoir un certain nombre de tendances parce que on remarque sur l'ensemble des tests qu'il y a pas mal de choses qui sont communes. On peut avoir de légères différences liées au contexte, mais très rarement. D'autres exercices sont prévus cette semaine, et puis plusieurs, je pense qu'on peut même dire une dizaine avant la fin de l'année. Donc c'est vraiment important. Ces exercices, ils sont nécessaires à la fois du côté des autorités pour prendre en main la plateforme, s'approprier l'outil. Les formations ont également commencé au sein des différentes préfectures. Et puis le deuxième avantage que l'on y trouve, et je vais conclure là-dessus, c'est que faire des exercices avec la population en envoyant des vraies notifications, ça sert à acculturer, à informer, à sensibiliser et à expliquer que la technologie existe. Le deuxième passage, évidemment, c'est l'usage en réel de notifications lorsqu'il y aura des dangers. Vu l'ensemble des vu l'ensemble des aléas couverts, on peut s'attendre évidemment à ce qu'il y ait différentes notifications qui soient envoyées. L'été 2022, c'était un peu trop tôt. Il y a eu beaucoup d'occasions manquées parce que beaucoup de préfectures n'étaient pas encore formées à cet outil-là, même si la première réelle notification a été envoyée le 18 juillet 2022 lors de l'incendie à Landiras. Donc tout ça, c'est en cours d'amélioration et il faut vraiment intégrer les citoyens dans ces actions de sensibilisation et d'acculturation. Voilà pour moi. Et je crois que j'enchaîne après sur les collectivités locales et les différentes échelles. Donc j'en profite, je garde la main. Donc sur la diapo 22, en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, donc il y a l'outil FR Alert qui est dans les mains des préfectures et du ministère de l'Intérieur. Le débat, et on peut en parler, mais pour des questions de sécurité et de confidentialité ou d'accès, tous les maires en France n'ont pas accès à la plateforme FR Alert. Et donc cet outil-là, il vient en complément de réseaux sociaux et des sirènes étatiques qui sont potentiellement déclenchées, évidemment, en cas de besoin. Alors à l'échelle nationale, évidemment, l'État ou le ministère serait l'acteur compétent et l'autorité en cas de menace importante, en cas d'enlèvement, c'est lié au domaine de la justice, pardon. Avec évidemment, il faut qu'il y ait un accord des plus hautes instances pour l'utilisation éventuellement des fers alertes en cas d'enlèvement. Et puis, on l'a vu sur la crise sanitaire, ça peut être aussi un outil utilisable. À l'échelle des préfectures, elles ont la compétence lorsqu'il y a un risque industriel qui sort de l'environnement d'un site industriel. En cas d'inondation, de tsunami, transport de matières dangereuses, c'est aussi à cette échelle-là que l'usage ou les alertes en tout cas seraient déclenchées, avec là aussi FR Alert, les sirènes SAIP, les sirènes de l'État vers la population, mais également des mails et des automates d'appel qui sont actuellement existants, même depuis une vingtaine d'années, vers les maires. À l'échelle des mairies, il y a aussi des outils d'alerte. Le porte-à-porte qui consiste à ce que des agents communaux aillent directement taper à la porte des différentes personnes qui se situeraient dans la zone de danger, des automates d'appel. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 1300 communes qui sont équipées de ces automates, donc qui permettent d'envoyer des SMS à des personnes qui sont inscrites. Donc les taux là sont assez variables. Je prendrai l'exemple de Cannes parce qu'ils ont beaucoup d'avance là-dessus, mais ils ont aujourd'hui quasiment 40 000 abonnés sur 85 000 habitants, ce qui est quand même très important et ça fait rêver un certain nombre de communes. On a aussi des mégaphones et ces outils-là, ils sont aussi utiles, mais face à des dangers qui ont une cinétique un peu plus lente, si je me permets cette opposition, que ce soit des inondations, des incendies ou des accidents localisés qui sont associés au déclenchement du plan communal de sauvegarde, ce qu'on appelle le PCS. Évidemment, pour faire le porte-à-porte, il faut qu'il y ait un délai suffisant pour que les agents communaux puissent alerter la population. Et lorsqu'il y a des inondations par débordement, ça reste acceptable. Alors justement, pour poursuivre sur cette présentation, on voit bien que les moyens ils peuvent dépendre de la cinétique des aléas. Et donc ici, sur une matrice à double entrée, un graphique pour faire peut-être plus simple, qui combine l'échelle spatiale en bas et la temporalité à gauche, eh bien, on voit que si on replace la dynamique des aléas sur ce graphique, on peut couvrir beaucoup de temporalités différentes. Le tsunami qui peut se produire en quelques minutes, voire quelques heures, ça dépend où on se situe sur le territoire national. Donc je pense à la métropole avec le littoral méditerranéen, mais également les DROMCOM qui sont très sensibles à ce type de phénomène. Les coulées de lave, les feux de forêt, les crues rapides.
tous ces aléas ont des temporalités différentes, ont des particularités à la fois territoriales, spatiales et temporelles. Et quand on essaie juste de combiner les deux outils qui sont un peu révolutionnaires aujourd'hui dans l'alerte aux populations, c'est la diapo 23, on voit bien que la diffusion cellulaire est potentiellement plus utile lorsque les aléas sont très rapides, lorsque les cinématiques sont brutales, parce que justement la diffusion cellulaire permet d'alerter la population en quelques secondes. Je ne parle pas du délai nécessaire à la validation et à l'utilisation de l'outil, mais en tout cas, une fois qu'on appuie sur le bouton, ça prend quelques secondes, alors que les SMS géolocalisés, ça prend un peu plus de temps. Et donc, on voit qu'on a une limite de transition entre les deux outils, mais on peut assez facilement, finalement, faire une opposition entre des aléas acinétiques rapides. Et là, c'est une zone de couverture en rouge. Sur le graphique, c'est pour la diffusion cellulaire. Et puis en jaune, ce serait des SMS géolocalisés. Les deux outils sont complémentaires. Ça a été souligné, c'est important. Chaque outil, évidemment, a ses particularités. Et surtout, c'est que chaque outil vient compléter les limites des autres. Donc tout ça, c'est vraiment complémentaire. Et puis je finirai là-dessus, les sirènes qui existent toujours en France, hein, elles couvrent 1500 communes, donc sur les 35 000, ça reste quand même un outil qui n'est pas déployé partout. La population couverte, c'est 28%, et donc avec la diffusion cellulaire, on augmente puisqu'on passera à 81% en métropole, voire 95% avec les SMS géolocalisés. Le but surtout, pour moi, c'est un peu la logique qu'a choisi l'État et les différents acteurs avec qui on travaille, c'est vraiment faire une plateforme d'alerte multicanal avec différents canaux possibles pour toucher et espérer en tout cas toucher un maximum de population jusqu'à atteindre le seuil de 100%, même si il est entendable qu'on n'alertera jamais 100% de la population et ça, il faut malheureusement l'accepter. Voilà, je laisse la main à, je sais plus, je crois que c'est Bastien ou Charlotte? Non, Sébastien. Ah, pardon, Bastien. Non, non, c'est pas grave. Je reprends la main. Et là, on était vraiment sur des sujets qui sont très alertes, hein, et on va rentrer sur des sujets plus culture du risque aussi. Petit point d'écart, parce qu'on voyait la temporalité sur le slide précédent. C'est vraiment une temporalité d'alerte dans certaines cultures, et les cultures anglo-saxonnes notamment. Donc, on a tendance à considérer qu'entre le moment où l'aléa survient et le moment où, quelque part, les secours vont pouvoir intervenir, on peut avoir jusqu'à un délai de 72 heures. Et donc, beaucoup de cultures et de doctrines du risque dans les pays anglo-saxons ont été construites sur cette notion de 72 heures. Donc, pendant 72 heures, chaque citoyen va devoir savoir se débrouiller seul et avoir son petit nécessaire chez lui, savoir où se rendre en cas d'inondation, etc., etc. Donc, c'est une culture qu'on cherche, et ça fait une petite quinzaine d'années déjà que l'État français cherche à distiller ça, mais chaque fois de manière un peu successive, un peu récurrente, mais sans aller trop loin, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a aussi une petite crainte, en fait, une petite crainte à manier ces sujets, à manier l'anxiété, à manier la peur, et à avoir un langage et puis un propos un peu serein quelque part sur la gestion des risques et la gestion des crises. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans une situation un peu étrange, un peu étonnante, où le réchauffement climatique, ça y est accepté plus ou moins dans la tête des gens. En fait, on en a pris conscience. Et puis, il y a des événements climatiques forts de l'été dernier, notamment, qui ont fait en sorte que chacun a pu prendre conscience de ça, a pu prendre conscience aussi de sa faiblesse, peut-être par rapport à certains aléas climatiques. On voit, parce qu'on parle toujours des incendies, mais on peut aussi prendre le cas de la grêle ou ce genre de choses. Ça touche beaucoup d'endroits différents un peu partout en France, et les collectivités ont du mal à réagir, ont du mal à soutenir quelque part même une alerte Météo France, enfin ne savent pas encore se positionner. Pourtant, on commence à avoir un corpus législatif un peu carré, un peu costaud à ce niveau-là. Et qui font notamment du maire le premier responsable de la sécurité des personnes et des biens. Donc ça, c'est la partie intéressante. Alors, c'est toujours à l'échelle de son territoire, donc c'est lui qui va déclencher et piloter le dispositif. C'est la loi Matras qui a étendu ça. Donc, on a vraiment d'un côté toutes les communes qui sont soumises à un risque naturel, qui doivent adapter un PCS, un plan communal de sauvegarde, qui recense les risques, mais doit aussi déterminer les responsabilités, les ressources, les personnes à risque, les personnes fragiles. Bref, doit faire un véritable audit un peu global de la situation, donc de son territoire. Quels sont les risques présents sur mon territoire par rapport à ces risques? Qu'est-ce que j'ai comme responsable en face à mettre? Qu'est-ce que j'ai comme ressources à pouvoir mobiliser? Qu'est-ce que j'ai comme public fragile ou public
sensibles à toucher, à accompagner, à protéger. Donc, il y a une véritable réflexion qui, depuis fin 2021, se met en place, avec un petit réflexe qui est là, où il y a bien sûr des cabinets de conseil qui se sont un peu jetés dans la bataille pour se positionner sur ces questions. Mais nous, de notre côté, on aurait tendance à dire bon, bah, les maires, c'est aussi de votre responsabilité. Il faut à tout prix, il ne faut pas déléguer cette partie-là, parce que vous allez acquérir une connaissance encore supplémentaire de votre territoire et que cette connaissance, elle sera toujours intéressante. Elle vous rendra beaucoup plus proche des différentes problématiques et beaucoup plus à même aussi de prendre une décision, parce que c'est bien beau d'avoir son PCS, mais d'un autre côté, au moment de la survenance de l'aléa, il faut aussi savoir réagir. Et si on n'a pas anticipé les choses à ce niveau-là, la situation va quand même être compliquée à gérer. À côté des PCS, on a les DICRIM qui sont un peu plus anciens, qui est l'outil de communication parfait de la collectivité. Ben là, on a un exemple de la ville de Bassins, donc sur les bons réflexes. Le DICRIM, c'est l'outil un peu de base, et on prend vraiment le territoire, et puis sur ce territoire, on liste les risques, et on liste aussi les bons réflexes à avoir par rapport à ces risques. Donc, c'est vraiment à diffuser, mais je ne sais pas, regardez-vous dans vos collectivités, dans vos communes, est-ce que vous avez reçu un jour ce DICRIM? Est-ce que vous l'avez eu entre les mains? Est-ce qu'il est disponible quand vous allez en mairie? Bref, ça, c'est vraiment une situation qui a géométrie très variable, et c'est souvent un petit coup de communication où on le fait parce qu'il faut le faire, et on ne tient pas la distance, en fait. On ne fait pas des petites actions un peu réflexes. On ne crée pas des petits moments symboliques sur lesquels on va expliquer les risques et ce qu'il faut faire dans ces situations. Donc, on a des petites faiblesses à ce niveau-là. Et puis, dans les dernières nouveautés, on a les intercommunalités qui ont un rôle croissant dans la prévention, puisque depuis les lois NOTRe et MAPTAM, quelque part, on est sur un transfert de la compétence pour les GEMAPI et pour les PAPI. Donc, les GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, donc ça, dès 2018. Et plus récemment, sur les PAPI aussi, quelque part. Donc là, on est vraiment sur tout ce qui est milieu aquatique, prévention des inondations. Attention, il y a un sujet qui est en train de monter aussi très fort et qui concerne quand même 1500 communes en France, c'est tout ce qui est les submersions marines, où montée des océans oblige, réchauffement climatique, événements climatiques de plus en plus violents. Il y a toujours ce risque, et ce risque commence à être perçu et commence à être travaillé directement par les collectivités. Petit fait, là, c'est l'autre promotion du jour, hein, quelque part, c'est un baromètre qu'Episum a mis en place. Donc, c'était la 6e édition, la 7e va bientôt sortir. En situation de crise, est-ce selon vous prioritaire, important, mais pas prioritaire ou secondaire, d'être informé par chacun des acteurs suivants? Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit surtout, et c'est un peu le bon élément, c'est que le maire, il arrive en tête de liste, en fait. C'est vraiment le maire à qui on va faire confiance, c'est le maire à qui on va accorder la priorité dans la transmission de l'information. Sachant que quand on regarde bien, à partir du moment où la crise dépasse le territoire d'une commune, c'est géré à un point de vue à un niveau préfectoral, et le maire perd un peu sa place et a du mal à se positionner dans tout ce jeu entre les décisions qui sont prises au niveau de la préfecture, les informations qui sont transmises par la préfecture, et lui doit quelque part rebondir sur ces informations et apporter un niveau complémentaire, parce que l'avantage qu'il a par rapport à une préfecture, il a une bien meilleure connaissance aussi de son territoire. Sur la culture du risque en tant que telle, voilà. Il n'y a pas ou peu de culture du risque en France, aussi bien au niveau des élus qu'au niveau de la population locale, comparé notamment avec ce qu'il se passe au Japon. Tant que la catastrophe n'est pas arrivée, cela ne se met pas facilement en place. Il n'y a pas forcément d'études là-dessus pour venir corroborer ça. Quand on discute avec des élus, effectivement, les risques, ce n'est pas la situation dans laquelle ils se sentent le plus à l'aise. Ça demande d'avoir des réflexes, ça demande d'avoir une vision d'ensemble, ça demande d'avoir un esprit de synthèse et d'analyse assez poussé quand même, parce que c'est un moment où on a beaucoup d'informations qui viennent vers nous avec lesquelles on doit pouvoir travailler. Et puis côté niveau population locale, la population peut être informée, mais il n'y a pas eu de récurrence dans la transmission de l'information. Donc, quelque part, il y a de l'oubli. Et puis aussi, le caractère parfois un peu individualiste. On le voyait dans les exemples que Johnny nous montrait tout à l'heure de cette voiture qui a franchi un barrage et qui se retrouve piégée au moment d'une inondation. Donc, les comportements individuels, les comportements collectifs, on s'aperçoit que ce n'est pas encore entré dans les mœurs. On sait qu'il y a la solidarité qui se met en place en situation de crise, et que très rapidement, on retrouve la solidarité au sein de la population, mais elle a du mal à être un peu plus organisée, et puis elle a du mal à être un peu plus
plus réfléchie, pensée en amont aussi, pour être relativement efficace. Petite publicité aussi, parce que c'est quelque chose qu'on voit moins, alors on n'y est pour rien, hein, nous, à ce niveau-là, mais Journée de la culture du risque, donc c'est la métropole de Rouen-Normandie, du 12 au 16 octobre, il y avait un véritable village de la culture du risque avec des activités, savoir quoi faire, savoir se confiner chez soi. Bah, il y a des sites Céveso et puis il y a des exemples récents aussi sur Rouen. Donc, comment fermer ses fenêtres avec du scotch, en cas d'inondation, savoir quoi faire. Bref, il y a eu cette volonté d'aller à la rencontre des publics et la vérité, quelque part, elle est là, mais pas que. C'est vraiment cette notion d'aller à la rencontre des publics pour partager le message et puis pour acculturer le plus grand nombre. C'est quelque part, ça va être la mission la plus difficile qu'on va avoir, mais cette mission, elle est aussi intéressante quelque part pour la simple et bonne raison que c'est elle qui va être vraiment transformative et qui va permettre à la population d'acquérir cette culture. Mais pour ça, il y a un long chemin quand même à faire quelque part. Le chemin, il commence par sensibiliser et former les élus, hein, on en parlait. On s'aperçoit que les élus n'ont pas toujours les bons réflexes, les bonnes compétences. Donc aujourd'hui, les élus, ben, ils sont un peu tous soumis à la fresque du climat quelque part pour avoir cette transmission d'informations sur la transition écologique. Demain, il va falloir trouver la fresque de la crise, peut-être aussi pour les faire entrer dans un jeu, pour les faire entrer dans cette compréhension des risques et des différents facteurs. Donc les risques d'un côté, et puis la manière de s'adresser aux populations, les réflexes que peut avoir la population d'un point de vue individuel ou d'un point de vue collectif. Donc voilà, il y a cette petite notion aussi de ne plus avoir peur des risques dans la communication, parce qu'on voit dans beaucoup d'endroits que les crimes sont sortis à un moment et qu'on les a oubliés par la suite, que la culture du risque, on en parle pendant une semaine. Alors sur Rouen, on croise les doigts pour que ce soit prolongé, mais je pense qu'ils vont continuer l'effort et qu'ils vont continuer à se battre sur la question. Mais on a besoin d'avoir cette dimension un peu récurrente. Dans les zones inondables, on a toujours les marqueurs qui sont là, qui sont les repères des précédentes inondations. Ben, je suis désolé, ce n'est pas une communication suffisante pour avoir une vraie culture du risque sur la notion d'inondation, savoir quoi faire quand une inondation arrive. Donc, il peut y avoir un risque politique à manier l'anxiété et à parler des risques présents sur le territoire, mais il va falloir aussi affronter quelque part ce risque politique. Faire grandir la culture risque des différentes parties prenantes, là on commence à s'intéresser au public cible. Il faut bien penser que dans les publics, il y a beaucoup de publics différents. On va avoir le public entreprise qui aura des problématiques et qu'il faut savoir aborder avec eux, même si eux, à partir du moment où ils sont Céveso ou entreprises classées dans des secteurs à risque, il y a déjà des choses qui sont faites à ce niveau-là. Mais on a un certain nombre de publics qu'il va falloir toucher et les toucher avec des moyens différents. Tous ne vont pas être réceptifs à la petite brochure. Il va falloir aller plus souvent dans les écoles quelque part, parce qu'il y a déjà des exercices qui existent dans les écoles, mais des exercices intrusion, des exercices terrorisme, ce genre de choses. Donc c'est un monde très particulier, mais il va falloir aussi entrer dans les écoles pour expliquer le risque inondation, le risque glissement de terrain, le risque météo. Enfin, tous ces éléments-là, il va falloir qu'on l'inculque et qu'on crée des nouvelles générations qui vont être à l'aise avec ces questions et qui vont savoir réagir. Et peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, en fait, on aura des gens qui, chez eux, auront déjà un extincteur, parce que c'est aussi le premier élément de base, mais qui sauront aussi quoi faire s'il y a une inondation, qui sauront où se diriger, où retrouver leur famille et quoi emporter en partant de chez eux. Donc voilà, ça va jusque-là les éléments. Le risque qu'on peut voir en fait aujourd'hui sur toutes ces questions, c'est qu'aujourd'hui on est très transition et c'est normal qu'on soit très transition, hein, c'est pas du tout un reproche, mais il faut que la culture du risque, elle trouve sa place dans cette transition. Il ne faut pas qu'elle vienne en concurrence, il ne faut pas qu'elle s'efface devant cette transition. On va en l'avoir, on va avoir les événements climatiques de plus en plus violents de toute façon, on va être obligé de s'y plonger. Il faut vraiment maintenant que les collectivités puissent s'y saisir et utilisent tous les moyens de communication à ce niveau-là pour travailler la problématique. J'en ai fini avec cette partie. Charlotte, je te repasse la main. Merci, Bastien. Absolument. Donc, dans la continuité de tout ce que vous avez pu évoquer et la notion de proximité qu'a l'autorité locale, cette proximité implique aussi une grande personnalisation dans le message qu'on va pouvoir transmettre, tant dans son contenu que dans sa forme. Et effectivement, au niveau de l'organisation de l'État, plus on est sur un niveau local, plus le territoire est restreint, les utilisateurs sont pluriels, mais il y a cette proximité, cette connaissance du terrain, de la vie et la connaissance du citoyen qui permet et qui implique d'avoir une grande personnalisation au niveau du message et de l'alerte qu'on délivre.
Donc, pour rappeler rapidement, on a vu tout à l'heure au travers du service FR Alert la complémentarité qu'il peut y avoir dans les technologies, dans les canaux, notamment entre la diffusion cellulaire et le SMS géolocalisé. Ici, je vous propose simplement un bref global panorama des canaux qui sont disponibles et on voit que chaque canal a sa spécificité avec sa capacité de personnalisation forte ou également, au contraire, une capacité davantage plus universelle sur une zone et de toucher 100% de la population concernée par une zone, au même titre que les sirènes que nous connaissons tous, par exemple. J'insiste là également sur le fait que certains canaux vont être plus appropriés en fonction de la catégorie des personnes qu'on veut toucher. On est par exemple dans une population qui va être peut-être plus âgée, plus en milieu rural, où on est moins enclin à avoir cette vie digitale, la capacité à avoir un smartphone et télécharger une application, et où au contraire, ces personnes vont privilégier l'appel vocal et l'automate d'appel que Johnny mentionnait tout à l'heure. Donc c'est extrêmement important quand on parle de cet universel besoin d'alerter des risques la population qui est sous la juridiction, la responsabilité d'un élu, d'être capable également d'utiliser tous les canaux télécoms technologiques qui sont à disposition pour pouvoir assurer non pas à 100%, on l'a vu, 100% de la population, mais en tout cas vraiment de maximiser la diffusion de chaque alerte en fonction de la personne qu'on souhaite toucher et du territoire qu'on a en responsabilité. Il y a également un élément qui nous semble extrêmement important dans les différents canaux qui sont à disposition, c'est la capacité de toucher le citoyen qui est exposé par un message, mais également lui donner la capacité de s'informer et d'aller chercher l'information. Et là, vous avez des canaux qui, dans leur spécificité, donc plutôt les canaux digitaux, on va parler d'Internet, on va parler des réseaux sociaux, des applications mobiles, où là, on va également être en mesure de laisser au citoyen la capacité d'aller chercher l'information dont il a besoin, que ce soit en prévention pour son information, mais également en réaction parce qu'il n'était pas pile au bon moment, au bon endroit pour recevoir l'alerte qui aurait été transmise, par exemple, par diffusion cellulaire. C'est une spécificité qu'on voit qui est toute particulière pour les autorités locales qui ont cette grande responsabilité de proximité, de connaissance du terrain et de personnalisation auprès de leur population. Et en complément de FR Alert qui propose d'alerter quasiment 100% d'une population sur une zone, Intersec propose également d'accompagner les collectivités locales avec une offre qui s'appelle Trela et qui va permettre vraiment d'avoir la globalité. On parlait de l'alerte comme étant la capacité d'action en situation stressante et qui là permet à l'autorité locale de prendre une décision à la volée et de manière tout à fait autonome pour alerter la population sur les canaux sur lesquels ils auraient été inscrits. Là, je prends l'exemple par exemple d'une inondation. Ça permet automatiquement de pouvoir visualiser sur une carte les risques sur sa zone d'habilitation, de dessiner la zone appropriée et de pouvoir être en mesure d'envoyer un appel vocal, par exemple, aux personnes inscrites qui sont plutôt seniors et un message très spécifique par SMS, par exemple, aux parents d'élèves concernant l'accueil à l'école maternelle qui peut être menacé par la crue du fleuve avoisinant. Tout ça dans une solution qui permet cette sérénité dans cette situation d'alerte, de stress qui est inhérente à tout besoin de diffusion d'une alerte. Je suis allée très très vite car le temps passe vite et le sujet est riche. Je vous propose, Johnny et Bastien, de nous rappeler pourquoi est-ce que toute cette culture de l'alerte est tout à fait d'actualité et ô combien prégnante à l'heure actuelle. Je pense que la conclusion est simple, hein, quand on voit les risques qui sont présents, quand on voit les risques du passé, les crises du passé qu'on a pu affronter. On est heureux aujourd'hui en fait qu'un dispositif comme FR Alert voit le jour, simplifie, et nous côté communicants aussi, hein, et communicants qui intervenons sur des crises aussi, on est content de voir un dispositif comme FR Alert permettant de toucher le plus large public possible.
permettant d'aller cibler les publics qu'on veut réellement toucher, des zones géographiques précises. C'est un outil qui est super intéressant, et on verra à l'avenir que oui, on l'utilise aujourd'hui sur des parties risques. Demain, on l'utilisera sur des crises peut-être plus légères, mais peut-être beaucoup plus sociales aussi. On parlait tout à l'heure d'EDF, du risque électrique, on parlait de pénuries diverses et variées, on parlait aussi de crise sanitaire. Donc à ce niveau-là, il y a enfin un outil en France qui va nous permettre de diffuser au mieux l'information au plus grand nombre. Alors, pour compléter, alimenter le débat, il y a deux choses. C'est vraiment un outil d'alerte et d'information. C'est-à-dire que pour nous, on ne le voit pas comme un outil d'information, parce que le risque, c'est que ce soit banalisé et qu'on reçoive des messages divers et variés. Donc là, c'est vraiment pour discuter avec Bastien ou avec les autres intervenants. La deuxième chose ou la conclusion pour nous, c'est que l'enjeu aujourd'hui, il est plus technologique parce qu'on sait faire plein de choses. Par contre, il est vraiment humain. Humain à la fois du côté opérationnel, il faut inciter la pratique, il faut appuyer sur le bouton d'alerte, et ça, c'est pas encore toujours inscrit dans des pratiques opérationnelles. Et puis la deuxième chose, c'est du côté des populations. Alors oui, il y a des outils qui existent pour essayer de sensibiliser la population. La journée nationale de la résilience est désormais le 13 octobre, elle est inscrite dans tous les calendriers ou les agendas, et il faut continuer là-dessus, donc c'est très bien. Par contre, il ne faut jamais oublier quelque chose, c'est que le citoyen n'ira pas toujours chercher l'information. Et donc là-dessus, il faut lui donner l'information et aller au plus près de ses besoins et de ses attentes en situation réelle. Et donc c'est vraiment l'enjeu de demain, si je voulais conclure là-dessus, c'est qu'il faut rendre un message intelligible pour le plus grand nombre, qui soit compris dans toute la diversité de la population, mais on enverra un seul message. Et donc c'est vraiment des questions qui se posent avec des enjeux, et Bastien l'a rappelé, des risques divers et variés dans des situations connues, inconnues. Et puis je rappellerai, pour vraiment terminer, qu'il y a des enjeux et des événements internationaux à venir en France, et il ne faudrait pas que l'alerte soit défaillante parce que les enjeux de sécurité sont vraiment importants. Merci Johnny. Effectivement, on est tous à pied d'œuvre dans tout ce que ça implique en sécurité, sécurisation des biens et des personnes, et je pense notamment au JO qui nous concerne tous à un horizon très très proche. Je tiens à remercier grandement Bastien, Johnny et Charlotte pour leur participation aujourd'hui. Si vous avez des questions, on a encore quelques minutes, n'hésitez pas à les poser via le chat. Sinon, écoutez, de toute façon, on vous retransmettra l'intégralité du webinaire par mail dans les prochains jours. Voilà. Alors, on a un petit peu débordé, je m'excuse, et puis on s'excuse aussi pour les petites défaillances techniques au départ, mais on a fini par, une fois qu'on était lancé, je pense que nos intervenants avaient un tas de choses à dire, donc on a un petit peu débordé sur les 45 minutes initialement prévues, mais n'hésitez pas si vous souhaitez qu'on passe un petit peu plus de temps ensemble, on sera ravis de répondre à vos questions. Bon, écoutez, je ne vois pas de questions dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous souhaitiez peut-être aborder avant qu'on conclue le webinaire, Charlotte, Johnny, Bastien? Non, je remercie à tous pour votre écoute. C'est vrai qu'on a un petit peu débordé. Le sujet est très très riche dans toutes ses dimensions. Je trouve que le mot de la fin de Johnny est important. On parle avant tout d'humain, l'humain qui a la responsabilité d'alerter et l'humain qui est exposé à un risque et qu'il faut mettre dans une situation de sûreté et de sécurité. Et je trouve que c'est très important, même en parlant de la dimension technologique, justement, c'est surtout l'humain qui est au cœur du sujet et tout ce qui peut être fait pour atténuer le stress et l'urgence et la gravité du sujet. La technologie peut être un des moyens de limiter la casse, entre guillemets, limiter les impacts. Merci à tous. Bonne fin de journée et à bientôt. Merci. Merci, au revoir.